Bonjour à tous, c'est encore moi. Rapidement à mon propos, donc moi je suis Charles Guillemet, je suis CTO à Ledger. Mon background c'est la cryptographie et la sécurité. À vrai dire, c'est des sujets qui m'intéressent depuis que j'ai eu un ordinateur quand j'avais 12 ans. Les premières choses que j'ai essayé de faire, c'est de craquer tout ce qui pouvait l'être. À l'époque, c'était facile. C'est devenu plus difficile ensuite. C'était mon hobby, c'est devenu mon travail bien après. Et j'ai découvert Bitcoin en 2011. À l'époque, j'avais un copain qui minait avec son ordinateur et il parlait de Bitcoin à peu près tous les jours. Du coup, c'était un petit peu pénible. Et au bout d'un moment, j'ai fini par me dire, je vais regarder ce que c'est ce truc. Et ce que j'ai fait, c'est étudier la cryptographie, le système de la blockchain, le consensus décentralisé, le problème du double spending et comment on le résout. J'ai trouvé ça assez fascinant. Et puis ensuite, je suis allé rediscuter avec mon copain et je lui ai dit, ton truc, c'est vraiment fascinant, super intéressant. Par contre, il n'y a juste aucune chance que ça n'aille nulle part. Personne ne va s'intéresser à ce truc. Bon, du coup, il s'est moqué de moi et lui, il a continué à miner. Moi, j'ai continué à mon fichier. Et du coup, quand j'ai rejoint Bitcoin, quand j'ai rejoint Ledger en 2017, il m'a demandé si j'avais enfin compris Bitcoin. Et je pense que oui, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre Bitcoin et les intérêts de Bitcoin. Pour moi, le gros intérêt de Bitcoin, c'est d'avoir de la permissionless money, c'est-à-dire d'être capable de posséder vraiment sa valeur et de la transacter sans intermédiaire, sans avoir à demander la permission à qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de demander la permission à qui que ce soit pour posséder ma valeur, ni pour transacter. Et ça, c'est vraiment possible grâce à deux choses. La première, c'est la self-custody, le fait que je sois capable de posséder moi-même ma valeur, mes clés. Et la deuxième, c'est le consensus décentralisé qui va permettre d'obtenir la résistance à la censure. Ceci étant, cette révolution technologique, plus que technologique aujourd'hui, elle fait face à, pour moi, deux grands défis qui vont venir. Et c'est plutôt, je m'intéresse surtout aux défis techniques parce que, comme on l'a pu le voir hier et qu'on va continuer à le voir aujourd'hui, il y a des défis qui ne sont pas techniques autour de Bitcoin et qui peuvent être politiques, régulatoires, géopolitiques et autres. Là, je vais vraiment m'intéresser aux défis techniques et technologiques autour de Bitcoin. Il y en a un qui est celui de la sécurité et l'autre celui de la scalabilité. Et on va voir qu'en plus, ils sont liés et que les solutions pour les résoudre peuvent être les mêmes. D'abord, je vais m'attarder rapidement sur la sécurité de Bitcoin et le consensus décentralisé. Il y a tout un tas d'aspects autour de la sécurité de Bitcoin. Celui dont j'ai envie de parler, c'est en tant qu'acteur du réseau, de participant au réseau, comment je peux avoir une garantie forte sur le fait que l'état du réseau, l'état de la blockchain, est correct. Et ça, c'est possible grâce au consensus décentralisé, grâce au fait qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de nœuds qui font tourner un même protocole, le protocole Bitcoin, et qui vérifient que l'état de la blockchain est correct. Correct, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est en train d'essayer de tricher, que les transactions, elles sont bien formées, qu'elles sont signées par les bonnes personnes. Je ne suis pas en train de signer une transaction qui dépense votre argent, que je ne suis pas en train de signer une transaction qui dépense plus d'argent que j'en ai, que je ne suis pas en train de signer deux fois une même transaction. C'est ça les règles de Bitcoin et le consensus décentralisé s'assure que l'ensemble des transactions qu'il y a dans la chaîne et qu'on ajoute dans la chaîne sont correctes. On a aussi les mineurs qui jouent un rôle dans la sécurité de Bitcoin. Et donc les mineurs, ce qu'ils vont faire, c'est fournir du travail pour rajouter des nouveaux blocs dans la blockchain. Les mineurs, donc, ils vont investir de l'argent, ils vont acheter des machines, ils vont acheter de l'électricité et ils vont faire du proof of work, donc ils vont calculer des hashes. Et pour faire du mining, le processus est bien connu. Il n'y a pas vraiment 10 000 solutions. Il faut générer des nombres aléatoires,
calculer des hashes, et plus on calcule de hashes, et plus on a de chances de décrocher la récompense du bloc. Les mineurs, c'est des gens qui, ça me permet une petite parenthèse, les mineurs, c'est des gens qui sont très rationnels. Souvent, il y a des poncifs autour de la consommation d'énergie de Bitcoin, etc. Si on veut être rentable, et donc les mineurs, c'est des gens rationnels, ils ont envie d'être rentables quand ils investissent de l'argent, on est obligé d'acheter de l'électricité la moins chère possible. Et l'électricité la moins chère possible, ça va être l'énergie de surplus, ça va être l'énergie dont personne ne veut, parce qu'on a besoin d'équilibrer le réseau. Il y a des systèmes de demand response aux US là, qui permettent justement d'équilibrer le réseau et d'incentiver les mineurs pour ça. Et c'est aussi la capacité de... Il y a plein d'endroits dans le monde où on est capable de produire de l'énergie, mais il n'y a pas des systèmes de distribution, etc. Et ben, c'est aussi à ces endroits-là qu'on va avoir de l'énergie peu chère. Donc tous les poncifs autour de la consommation d'énergie de Bitcoin, ils sont quand même assez malvenus. Et je pense que Sébastien Gouache-Piou va pouvoir vous en parler après. Plus il y a de mineurs qui participent à la sécurisation du réseau, plus le réseau est sécurisé. Cette phrase n'est pas tout à fait vraie. En fait, c'est plus le hash rate de Bitcoin est haut, plus ça va être difficile de faire du double spending et de forker la chaîne. Et cette phrase n'est pas tout à fait vraie en fait non plus. C'est pas complètement le hash rate. Ce qui va être la vraie mesure de la sécurité, c'est combien il faut d'énergie au minimum pour calculer des hashes et trouver des blocs. C'est vraiment ce facteur-là. Parce que si demain je suis capable de trouver une méthode qui soit cryptographique ou un nouveau circuit qui me permet de miner 1 million de fois plus vite que les mineurs qu'il y a sans consommer d'énergie, je n'augmente pas la sécurité, au contraire. Donc ce qui est vraiment la vraie mesure de la sécurité de Bitcoin, c'est la quantité d'énergie qu'on est capable de consommer, transformer pour miner des blocs. Comme je disais, donc les mineurs sont incités à miner des blocs parce qu'à chaque bloc qui est trouvé, on leur donne une récompense en Bitcoin. Et cette récompense, elle est divisée par 2 tous les 4 ans. C'est ce qu'on appelle le halving. Et ça me permet une toute petite parenthèse. Pour ceux qui n'en avaient pas conscience, on dit qu'il y a 21 millions de Bitcoins qui vont être émis dans la vie de Bitcoin et pas un de plus. L'ensemble de tous ces bitcoins, ils sont émis via le mécanisme de mining. Tous les bitcoins qui existent, un jour, ils ont été minés. Ensuite, ils ont été transactés, etc. etc. Le seul mécanisme de génération d'argent, de bitcoin, sur le réseau bitcoin, c'est le mécanisme de mining et les rewards qui sont donnés aux mineurs. Donc ce qui se passe, c'est que tous les 4 ans, les mineurs, la récompense qui est donnée est divisée par 2. En 2011, quand mon copain il minait, les récompenses c'était 50 bitcoins. Ensuite, c'était 25, etc. Aujourd'hui, on est passé à 3,125 et ça va être divisé par 2 encore et encore tous les 4 ans jusqu'à 2134, si je ne dis pas de bêtises. Si on réfléchit à ça, pour que les mineurs continuent à être rentables, pour que le niveau de sécurité continue à être le même, il faut, en première approximation, que le prix de Bitcoin continue à doubler tous les 4 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une question, le prix de Bitcoin fait beaucoup plus que doubler tous les 4 ans. Mais à terme, on peut raisonnablement penser que ça ne va pas continuer comme ça tout le temps. Je n'ai pas de doute sur le fait que le prix de Bitcoin va continuer à monter, mais au bout d'un moment, il ne va pas continuer à doubler tous les 4 ans. Du coup, on risque d'avoir un problème de sécurité. Évidemment, Satoshi avait tout prévu, et il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Donc les mineurs, ils sont effectivement rémunérés par les récompenses des blocs, mais ils sont aussi rémunérés par les frais de transaction. À chaque fois qu'on fait une transaction sur le réseau Bitcoin, on rajoute une petite fee, un frais de transaction, pour motiver les mineurs à prendre notre transaction et la mettre dans un bloc. Et c'est une partie de la récompense des mineurs. Aujourd'hui, il faut bien savoir que ça représente que quelques pourcents des revenus des mineurs. La plupart des revenus des mineurs aujourd'hui restent quand même ceux des récompenses des blocs. Ça m'emmène au deuxième grand défi de Bitcoin. Le deuxième grand défi de Bitcoin, c'est sa scalabilité. Scalabilité, je veux dire par là le nombre de transactions qu'il est capable de processer par seconde.
On dit souvent que Bitcoin est capable de processer 7 transactions par seconde, pendant que Visa est capable d'en processer 2000 et 20 000 en pic. Enfin, on processe 2000 en moyenne et 20 000 en pic. Quand je dis 7 transactions par seconde, c'est une approximation. Au final, il y a une place définie dans un bloc et chaque transaction va faire une place un petit peu différente. Et en moyenne, disons que ça fait 7 transactions par seconde. Est-ce qu'on a besoin que Bitcoin fasse la même vitesse que Visa? Probablement pas, mais 7 transactions par seconde, c'est vraiment pas beaucoup. Quand on réfléchit un petit peu global, on a 9 milliards d'humains sur Terre. Si on imagine que les 9 milliards d'humains utilisent Bitcoin un jour ou l'autre, 7 transactions par seconde, ça fait 2 transactions par humain et par vie. Donc 7 transactions par seconde, c'est vraiment pas beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de faire 2000 transactions par seconde, mais 7 transactions, c'est vraiment très peu. Alors souvent, on me dit Lightning fix this. Alors oui, mais non, pour plusieurs raisons. Lightning, ça a plein de bonnes propriétés, c'est super intéressant. C'est très scalable. En plus de ça, c'est globalement privé, confidentiel. Après, il y a un modèle qui est mix entre on-chain et off-chain, qui va faire en sorte qu'on va faire beaucoup moins de transactions on-chain et on va pouvoir factoriser ces transactions par quelques transactions off-chain. Par contre, il y a deux grands drawbacks pour moi. Le premier, c'est la sécurité qui est un petit peu complexe, dans le sens où quand j'ouvre un canal avec mon contrepartie, il faut constamment que je vérifie que le contrepartie il n'est pas en train d'essayer de tricher avec moi. Donc, le modèle de sécurité est un petit peu différent de celui de Bitcoin. Dans le cas de Bitcoin, on n'en a pas besoin, puisqu'on a les mineurs, on a le consensus décentralisé qui vérifie tout ça. Dans le cas de Lightning, il faut que je vérifie d'une manière ou d'une autre que la personne avec qui j'ai un canal ouvert n'est pas en train d'essayer de tricher. Et le deuxième problème, qui est le plus grand problème au final pour moi, c'est la notion de canaux. Quand j'utilise Lightning, je suis obligé d'ouvrir un canal avec une capacité. Et je vais avoir 0.01 Bitcoin de mon côté, 0.03 Bitcoin de l'autre. Et en fait, dans toute la vie de mon canal, je ne pourrai jamais transacter plus que ces valeurs. Et ça veut dire qu'à chaque fois que je vais vouloir transacter plus, je vais devoir repasser on-chain. Donc, Lightning, on voit que ça va nous apporter un petit peu de flexibilité, de la possibilité de faire plus de transactions off-chain, mais on a quand même besoin de faire des transactions on-chain un petit peu régulièrement, à la fois pour ouvrir ce canal, à la fois pour le fermer, à la fois pour changer sa capacité. Et du coup, quand on se rappelle qu'on a le droit à 2 transactions par vie, du coup, ça ne résout pas complètement le problème qu'on veut résoudre. Pour moi, la meilleure stratégie pour résoudre ce problème-là, c'est les Layer 2. Pour moi, c'est le meilleur candidat. Et quand je pense à Layer 2, je pense spécifiquement à ce qu'on appelle les roll-up. Et on ne va pas réinventer la roue. Il y a des gens dans le monde d'Ethereum qui ont pas mal travaillé là-dessus pendant ces dernières années, parce que sur Ethereum, il y a aussi un problème de scalabilité qui est similaire. Et donc, ils ont travaillé sur 2 briques technologiques qui sont autour des roll-up. D'une part, les optimistic roll-up, et d'autre part, les validity roll-up. On va voir qu'ils sont un petit peu différents. Donc, l'idée d'un roll-up, c'est de créer une autre blockchain, un autre état, qui va être un petit peu plus centralisé, mais qui va être beaucoup plus scalable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire autant de transactions qu'on veut sur ce roll-up, et il va y avoir une autorité centrale qui va créer des blocs, et ensuite on va les ancrer sur la chaîne 1, donc sur Ethereum par exemple. Et la chaîne 1 va donner le niveau de sécurité, va donner la résistance à la censure globalement, pendant que la chaîne 2, enfin le layer 2, va nous donner la scalabilité. Donc la différence entre les optimistiques et les validity, c'est la chose suivante. Dans les optimistiques, on fait l'hypothèse que l'autorité centrale qui crée l'état, le bloc du layer 2, est plutôt de confiance, et elle va ancrer son état sur le layer 1. Et en tant qu'agent du réseau, en tant qu'observateur, je vais pouvoir vérifier que ce qu'il est en train de mettre on-chain est correct. Et si ce n'est pas correct, je vais devoir faire ce qu'on appelle une fraud proof. Et donc, je vais faire une preuve que le layer 2 est en train d'essayer de tricher. Et ma preuve, elle va être vérifiée par la chaîne, ce qui va permettre de rollback l'état du L2. Et en plus de ça, il peut y avoir une punition financière à celui qui a essayé de tricher, c'est-à-dire l'autorité centrale qui fait le séquencing des blocs du layer 2. En pratique, ce truc-là, ça ne marche pas vraiment. Il y a beaucoup de difficultés sur la sécurité de ça.
sur le modèle de sécurité de ça. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, sur Ethereum, les 99% des layers 2 qui sont optimistiques n'ont pas de mécanisme de fraud proof. Donc ça veut dire que les layers 2 sur Ethereum sont complètement trusted. C'est-à-dire qu'on doit faire confiance à l'autorité centrale qui crée les blocs de ce layer 2. Et ça, je trouve que c'est un petit peu paradoxal parce que ce n'est pas ce que les gens ont en tête. La deuxième partie, c'est les validity rollup. Alors ceux-là, ils sont beaucoup plus intéressants parce que l'autorité centrale là, qui va créer les nouveaux blocs de notre layer 2, en plus de créer des nouveaux blocs, elles vont créer une preuve de validité de ces nouveaux blocs. Donc la preuve de validité, c'est encore une preuve que le nouveau bloc est correct. Et quand je dis correct, c'est ce que je disais précédemment, c'est qu'on veut que l'ensemble des transactions respectent le format, que je n'ai pas dépensé plus d'argent, que je n'ai pas dépensé l'argent des autres, etc. Donc tout un tas de règles. Et donc le séquenceur et le prover vont ensemble créer une preuve de validité de ce nouvel état L2. Et on va l'envoyer on-chain sur le L1. Et le L1 va vérifier. Donc dans le cas d'Ethereum, on va créer un smart contract qui est capable de vérifier cette preuve. Et cette preuve, elle est infalsifiable. C'est une preuve et le smart contract d'Ethereum va vérifier que cette preuve est valide. Pour ça, on utilise une technologie qui s'appelle le Zero Knowledge, les preuves à divulgation nulle de connaissances. C'est une technologie de cryptographie qui est super intéressante, qui permet de faire des preuves sans divulguer d'informations sur le contexte de la preuve. Typiquement, avec le Zero Knowledge, je vais être capable de prouver que j'ai plus de 18 ans sans donner mon âge et sans donner mon identité. Je vais pouvoir vous prouver que je gagne moins que vous sans vous donner mon salaire. On est capable de faire ce genre de choses, ça a l'air d'être un peu de la magie, mais c'est juste de la cryptographie. Et ça a l'air super intéressant, mais on ne voit pas trop le rapport. En fait, dans ce cas-là, on ne l'utilise pas pour cette partie d'anonymité, mais on l'utilise parce qu'il y a une asymétrie entre le coût pour faire une preuve et le coût pour le vérifier. Créer une preuve, c'est un petit peu coûteux, mais c'est pas grave, on va le faire off-chain. Vérifier une preuve, c'est pas coûteux du tout, on est capable de le faire on-chain avec un smart contract Ethereum. Donc ça, c'est un peu l'état dans lequel on est sur Ethereum. Et on se dit, quitte à avoir un layer de settlement global dans les blockchains, celui qui nous paraît le plus intéressant, ça va être Bitcoin. Parce que Bitcoin, il y a toute la valeur, il y a un grand niveau de sécurité. Donc on voudrait avoir la scalabilité d'un L2 et la sécurité de Bitcoin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui sur Bitcoin, c'est pas si simple de faire ça. Sur Ethereum, on a un truc qui est Turing complet. Encore une fois, il y a des gens qui aiment bien opposer Bitcoin à Ethereum. Pour moi, Ethereum, c'est juste un ordinateur décentralisé qui fait du calcul, qu'on peut truster. Bitcoin, c'est de l'argent. Donc, il y a pas vraiment la comparaison, elle n'est pas vraiment bonne. Mais par contre, sur ce layer d'argent, on aimerait pouvoir ancrer des layers 2. Aujourd'hui, il y a pas mal de projets qui prétendent faire des layers 2, du Bitcoin staking, etc. Et au final, il y a un petit peu de marketing fallacieux, je dirais, autour de ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de layer 2 sur Bitcoin dans le sens que je l'ai défini juste avant. Par contre, sur Bitcoin, il y a des projets aujourd'hui qui tendent à réfléchir à comment on pourrait faire ce genre de mécanisme. Et je vais en parler de deux, globalement. On a BitVM qui ne nécessite pas de changement au niveau protocolaire, qui nous permettrait de faire des fraud proof sur Bitcoin. Encore une fois, les fraud proof, c'est un mécanisme qui ne marche pas si bien que ça. On voit sur Ethereum, ils ne font pas d'optimistique. Enfin, les optimistiques, ils ne font pas de fraud proof, donc c'est pas super. Et en plus de ça, ça prend beaucoup de place. Donc, c'est-à-dire que si on voulait faire des fraud proof sur Bitcoin, un observateur qui verrait un L2 qui essaie de tricher, il faudrait qu'il paye beaucoup de fees pour prouver que le L2 est en train de tricher parce que ça remplirait un bloc complet. Donc ça, c'est pas super, mais il y a de la R&D en tout cas qui travaille là-dessus. Et la deuxième stratégie, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des covenants. Les covenants, c'est l'idée de rajouter un nouvel opcode dans Bitcoin qui va permettre d'augmenter son niveau d'expressivité et qui va permettre d'exécuter du code plus complexe. Et un covenant, en particulier, ça nous permettrait de vérifier des preuves de zero knowledge. Donc en particulier, de pouvoir ancrer des états d'un layer 2 qui serait un ZK rollup. Ça va faire une très bonne introduction pour la keynote de Abdel qui parle juste après, qui parle de Starknet, parce que justement c'est ça qu'ils veulent faire avec l'opcode qui s'appelle OP4 sur Bitcoin, qui est un opcode qui existait précédemment dans Bitcoin, mais qui a ensuite été enlevé
Et OP4, c'est un covenant qui nous permettrait de faire ce genre de choses. Pour résumer, aujourd'hui, on est vraiment face à deux challenges, deux défis pour Bitcoin dans le futur. Le premier, c'est vraiment un challenge de sécurité. Comment on va faire pour continuer à financer les mineurs pour sécuriser la blockchain? À terme, les fees donnés, les rewards donnés par le réseau vont être trop petites pour les financer. Et du coup, la stratégie, c'est vraiment qu'ils soient incentivés par les fees des transactions. Mais le problème, c'est que vu que Bitcoin n'est pas très scalable, ça voudrait dire que les fees des transactions vont être très chères. Et c'est un truc qu'on veut probablement éviter. Et donc, une bonne stratégie, c'est de se dire qu'on va se donner les moyens de créer des L2 qui vont être capables d'être très scalables et qui vont factoriser l'ensemble de ces transactions dans un état de L2, cet état va payer cher son settlement sur Bitcoin, et qui va résoudre à la fois le problème de scalabilité et le problème de sécurité, enfin la capacité d'inciter les mineurs à continuer à sécuriser le réseau. Donc, on va voir comment se passent les choses, parce que pour ce faire, techniquement, il faut, de mon point de vue, rajouter un opcode à Bitcoin, enfin re-rajouter potentiellement. Donc, ça risque de rentrer en collision avec l'ossification, avec l'idée de on ne change pas le protocole Bitcoin. Donc on va voir où ça va aller. Bon, je pense qu'aujourd'hui, la question de la scalabilité, c'est une vraie question. La question de la sécurité, par contre, c'est une question qui va venir plus tard dans le futur. Je pense qu'on a encore plusieurs cycles à se dire que le prix du Bitcoin va continuer de doubler tous les 4 ans. Mais par contre, la question de la scalabilité, c'est une question qu'il faut avoir bien en tête et être conscient dès aujourd'hui. Voilà, merci pour votre attention, et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Alors je vois plusieurs mains levées, notamment des gens qui font du Lightning qui ne sont pas contents peut-être. Alors moi j'ai juste une petite question. Tu disais qu'un layer 2 qui utilise un rollup hérite de la sécurité du L1 et de la protection contre la censure. Mais ça, je vois pas comment c'est le cas si tu as un séquenceur centralisé. Il peut au niveau du L2 faire de la censure et ton L1 ne te protège pas du tout de ça. Alors ça, c'est une véritable question. Alors il y a plusieurs stratégies pour répondre à cette question-là. La première, c'est de décentraliser le séquenceur, qui est un vrai défi technologique qui est pas simple. Et après, il y a une deuxième chose, c'est d'avoir une capacité native de faire des force quits. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, typiquement, si on imagine un L2 sur Bitcoin, je vais pouvoir envoyer mes Bitcoins sur ce L2, faire tout un tas de transactions sur le L2, et si un jour le L2 commence à me dire je veux plus que tu fasses des transactions, je les censure toutes, effectivement il va pouvoir le faire, mais il y a un truc qu'il ne va pas pouvoir faire, c'est t'empêcher de récupérer tes bitcoins et de les renvoyer sur le L1. Donc il y a effectivement ces limitations et qu'il faut avoir en tête. Ceci étant dit, pour moi ça reste le meilleur trade-off, parce que dans le trilemme de la blockchain, sécurité, scalabilité et décentralisation, on ne peut pas avoir les trois, on le sait, enfin en tout cas on n'a pas réussi à le faire. Et pour moi le modèle L1, L2, c'est celui qui répond le mieux à ce trilemme. Tout à fait d'accord. Cool. Oui, merci pour ces intéressantes informations. C'est là. Yes. Moi, ça fait 4 fois que je viens ici à Surfing Bitcoin, et ça fait 4 fois qu'on nous promet monts et merveilles avec Lightning pour l'année suivante, et qu'on attend toujours. Il y a quand même la dimension des canaux qu'on ne peut pas dépasser. Il y a quand même le fait que si on ne s'en sert pas, les canaux vont être fermés sans... il y a des inconvénients à ce protocole. Vous n'avez pas parlé du tout du protocole ARC, qui est intervenu plus récemment, mais qui a l'air assez prometteur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette éventuelle solution d'abord, ça a l'air de résoudre au moins certains des problèmes de Lightning, si j'ai bien compris. Alors d'abord, je suis d'accord qu'il y a des limitations à Lightning et que parfois l'écosystème a tendance à les oublier. C'est ce que j'ai essayé de dire un petit peu à Sora. Lightning est très élégant par rapport à ce qu'on peut faire avec Bitcoin sans rien changer. Néanmoins, il ne faut pas nier les limitations. Après, je vous avoue, sur Arc, c'est un truc que je ne connais pas très bien. J'ai vu que Bastien réagissait. Peut-être qu'il faudra en parler avec lui. Moi, je ne connais pas suffisamment bien pour donner une réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y en a là. Bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais revenir un petit peu, parce que vous présentiez avant un petit peu des aspects de confidentialité.
Vous n'avez pas parlé de confidentialité là. Comment les Layer 2 se positionnent par rapport à ces questions actuelles et futures? Et je me demandais quels sont un petit peu les contre-arguments ou le positionnement des développeurs et des Bitcoin Maxi sur ces questions de confidentialité pure. Enfin voilà, c'est pas une question très claire, mais est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de confidentialité dans le futur et sur les Layer 2 notamment? Ok, déjà, donc, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, la confidentialité sur Bitcoin, elle n'est pas vraiment possible à réussir parce que le protocole il est tel qu'il est et il faudrait le changer profondément pour avoir de la confidentialité sur Bitcoin. Et typiquement, c'est ce que fait Zcash, mais pour changer Bitcoin en Zcash, ce truc n'arrivera jamais. Néanmoins, effectivement, on peut utiliser les L2, et les L2, c'est possible d'avoir de la confidentialité built-in dedans, et notamment avec les ZK Rollup. De base, les ZK Rollup, ils sont confidentiels. On n'est pas obligé d'utiliser cette propriété de confidentialité. Et d'ailleurs, pour des raisons d'auditabilité, ça peut être intéressant plutôt de fournir l'état du réseau, mais en fait, on pourrait très bien faire tourner un ZK Rollup de manière totalement confidentielle, et avoir le niveau de sécurité et être capable d'être certain que l'état du rollup est correct. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez parlé rapidement d'activation d'Opcat comme une obligation pour le développement des L2 sur Bitcoin. Comment on peut s'assurer qu'aujourd'hui ça fonctionne alors qu'on voit qu'Ethereum ça a échoué? Quelles sont les conditions pour que ça marche? Alors, quand vous dites que ça a échoué sur Ethereum, je ne suis pas vraiment d'accord. Je ne suis pas certain de comprendre pourquoi. En fait, Opcat, aujourd'hui, il a été désactivé par Satoshi Nakamoto pour de bonnes raisons, comme par exemple le spamming du réseau. Comment on peut s'assurer aujourd'hui que ça pourrait fonctionner? Qu'est-ce qui a évolué? Alors, ok, bon, sur Ethereum, je ne pense pas que ça ait échoué. Effectivement, il y a des difficultés et des challenges à résoudre, mais je pense que ce qui a été fait pendant les 3-4 ans sur Ethereum avec les L2 est plutôt un succès technologique. Sur Opcat, effectivement, je suis d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas non plus se précipiter et qu'il y a des véritables questions à se poser. Est-ce que d'ailleurs Opcat, c'est le bon covenant pour faire ça? Est-ce qu'il y en a d'autres, etc. Et pour moi, la vraie question qu'il faut se poser, c'est plutôt celle-ci. C'est que quand on rajoute Opcat ou un autre covenant qui permet de settle des L2 dessus, le risque qu'on peut avoir, c'est un risque économique, et c'est le suivant. C'est le fait qu'on va avoir des L2 complets qui sont des mondes complexes sur lesquels il pourrait y avoir des centaines de milliards demain et des centaines de millions de transactions. Et quand on va settle ces transactions sur Bitcoin, au moment où on va créer le bloc, ces L2 vont être capables de payer très cher le settlement de leur L2 sur le L1 parce qu'ils vont factoriser l'ensemble des transactions de leur réseau dessus. Et moi, en tant qu'utilisateur du L1 de Bitcoin, je vais devoir faire des enchères avec un L2 qui est beaucoup plus riche, qui est capable de payer des transactions beaucoup plus chères. La bonne nouvelle, c'est que si ce truc arrive, ça veut dire qu'on a vraiment résolu le problème de scalabilité, qu'on fait des centaines de millions de transactions par seconde sur le réseau au global. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est qu'on va avoir du mal à obtenir l'aspect censorship resistant de Bitcoin parce que les fees seraient très chers. Et donc ça, c'est pour moi le véritable challenge autour de Covenant, Opcat, ce genre de choses. Il est vraiment autour de cette question-là. Comment on fait pour pour s'assurer que les gens qui continuent à faire des transactions L1 sur Bitcoin, ils ne vont pas être empêchés par des raisons économiques, par des L2 qui sont beaucoup plus riches. Merci. Bonjour. J'aurais voulu savoir si vous aviez des projets court ou moyen terme chez Ledger pour intégrer les paiements Lightning sur les hardware wallets ou alors sur Ledger Live. Super question. Donc, en fait, moi, je vois vraiment Lightning comme un truc très différent du use case actuel de Ledger, dans le sens où le use case actuel de Ledger, c'est vraiment de sécuriser votre valeur, votre patrimoine, etc. Et dans le cas de Lightning, ce qu'on va faire avec Lightning, c'est du paiement. C'est un petit peu comme comparer le fait que on a envie de mettre ses lingots d'or dans un coffre. Donc ça serait Ledger. Je simplifie beaucoup. Et d'un autre côté, on veut faire du paiement et avoir 50 € dans sa poche et pouvoir les utiliser du jour au lendemain. Et dans le cas des 50 € qu'il y a dans ma poche, j'ai pas besoin d'avoir un très grand niveau de sécurité.
Ce que je veux, c'est juste que ce soit très pratique, sans friction et que ce soit connecté. Parce que un des problèmes aussi de Lightning, c'est que ça doit être tout le temps connecté, à la fois pour recevoir et à la fois pour envoyer. Dans le cas d'un hardware wallet, on n'a pas besoin d'être connecté, on a juste besoin qu'un ordinateur ou un téléphone de temps en temps ait accès à la blockchain pour que je puisse construire ma transaction. Et du coup, les modèles sont assez différents et complémentaires. On ne fait pas le même use case, mais ils sont quand même assez différents. Et si on veut imaginer, par exemple, sécuriser Lightning avec des hardware wallets, ça n'a pas vraiment de sens en fait. Le meilleur outil pour faire du Lightning, c'est son téléphone parce que c'est connecté, c'est frictionless, etc. Et du coup, le use case avec Ledger est un petit peu, est quand même assez déconnecté, un peu différent. Par contre, ce qui serait super cool, et là je fais appel aux gens qui font du Lightning, c'est la capacité de funder ces canaux directement avec son anneau. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, par ici. Ouais. Vous avez parlé de la possibilité de connaître l'âge et le salaire de quelqu'un avec la cryptographie, si c'est possible de partager le comment faire, ou au moins l'idée générale derrière. Si c'est obligé de signer un NDA après, il n'y a pas de souci. Mais ouais, je suis bien curieuse de savoir comment... Alors, tout ça, c'est la technologie Zero Knowledge, donc des preuves à divulgation nulle de connaissances. Effectivement, il y a l'air d'avoir de la magie. Il faudrait vraiment faire un cours de cryptographie pour expliquer comment ça fonctionne. C'est pas très compliqué, mais il y a un petit peu des astuces. Mais si vous voulez, je peux vous donner une petite énigme. Si vous pourrez trouver la réponse sur Internet. Vous connaissez probablement le livre Où est Charlie? Non. Ah. C'est un truc français? Ouais, c'est un truc français. Je suis pas Et en gros, française. c'est une grande page sur laquelle il y a tout un tas de petits dessins et il faut trouver un personnage dessus qui s'appelle Charlie. C'est Where is Brian? Where's Waldo? Ah, ok. Bref. C'est universel finalement. Donc il est possible de faire des preuves à divulgation nulle de connaissances dans ce cas-là. Et là, le problème, c'est le suivant, c'est je sais où est Charlie et je vais vous faire une preuve que je le sais sans vous dire où il est. Voilà, c'est ça qu'il faut essayer de réfléchir comment on fait. Si vous ne trouvez pas, vous trouverez la réponse sur Internet. Mais il y a une solution à ça. C'est possible de prouver que je sais où est Charlie sans vous montrer où il est. D'accord, merci. Désolé, j'ai fait Non, une réponse de Normand. Il n'y a que des questions dans ma réponse. Merci quand même. Je pense que je vais chercher éventuellement. Mais merci. Ok, je pense qu'il faut que je m'arrête parce que il y a le truc qui clignote là. Bon, merci beaucoup pour votre attention.